tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale de Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je vous propose de poser votre sac à dos, je ne vous emmène pas en balade, on va s'intéresser, une fois n'est pas coutume, aux réalités économiques du secteur touristique wallon. Nous allons tout d'abord nous promener aux quatre coins de l'arrondissement de Dinan, dans ces hauts lieux touristiques, pour nous interroger sur cette saison 2020, une année, vous en conviendrez, hors norme pour tout le monde, y compris pour les acteurs du tourisme. Et puis, dans un second temps, nous nous projeterons un peu dans l'avenir pour nous demander quelles escapades nous allons bien pouvoir faire pendant les vacances de Noël qui approchent à grands pas. Et puis on regardera encore plus loin pour nous interroger sur la saison touristique 2021. Pour bien comprendre de quoi on parle, petit flashback. Pour le tourisme wallon, l'année 2020 s'est arrêtée avant même d'avoir commencé. Au mois de mars, comme le reste du pays, tout le secteur se confine. Et pour le tourisme, le déconfinement va se faire en 3 temps. Le 18 mai, les infrastructures d'intérêt naturel et culturel sont autorisées à ouvrir. Cela signifie que les jardins, les parcs et les réserves naturelles, ainsi que les monuments historiques et les musées, peuvent à nouveau ouvrir leurs portes. Et puis, on se souviendra de la Première ministre Sophie Wilmès qui fait, involontairement peut-être, la promotion du kayak. Et après un débat pour savoir si la descente de la Lesse est une activité de loisir ou une activité sportive, la petite descente de la Lesse reprend le 21 mai. Il y a un plan de déconfinement qui a été soumis aux autorités, qui passe par une réduction de notre capacité de 75%, interdiction de se rassembler kayak contre kayak sur la rivière, ne pas s'arrêter sur les plages de galets. Et alors en fin de journée, les gens n'ont pas accès aux vestiaires ni aux douches et après l'activité doivent rentrer chez eux pour vraiment éviter toute forme de rassemblement. Le 8 juin, on passe à la formule « Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ». Les activités de détente et de loisirs sont à nouveau permises, à l'exception des conférences, des parcs d'attractions et des plaines de jeux en intérieur. Le 1er juillet commence la période où le déconfinement sera le plus avancé en Belgique. Les événements de masse et la vie nocturne restent cependant interdits. Et puis à partir du mois d'août, on va progressivement resserrer la vis en commençant par restreindre la bulle sociale. Mais globalement, pour les attractions, les règles vont rester les mêmes pendant tout l'été. Alors comment les gestionnaires d'attractions ont-ils vécu cette année? Comment se sont-ils adaptés et quels enseignements en tirent-ils? On voit tout cela en images avec Benjamin Mars. La saison touristique a pris véritablement son départ. Le 18 mai, date de reprise des activités au sortir du confinement. Petit à petit, la vie a repris ses droits dans les attractions qui ont pu rouvrir. Et ce sont les activités en plein air qui ont très vite fait le plein de visiteurs. On a eu énormément de monde au point qu'on ne s'en sortait pas. Donc c'était d'habitude ici, on tourne dans une fréquentation de 300 personnes, 200, 300 personnes et des fois on montait jusqu'à 1000 personnes. Ça posait même des problèmes de parking, ça posait des problèmes de délivrance des tickets, de surfréquentation de la réserve naturelle parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une réserve naturelle et donc on ne s'attendait pas du tout à avoir une telle fréquentation. A l'inverse, les touristes ont plutôt boudé les attractions à l'intérieur, à l'instar des musées. Ces sites culturels ont pour la plupart connu une nette baisse de leur fréquentation. Pas de groupe, pas de scolaire. Donc c'est vrai que je ne dis pas catastrophique, mais enfin, on a quand même beaucoup perdu en fréquentation. Ça, c'est un fait. Autre élément à prendre en considération, c'est l'annulation d'événements grand public pour certaines attractions. De quoi plomber quelque peu leur bilan annuel. Le fait qu'on n'ait pas nos événements, etc., c'est un énorme déficit. Mais quand on compare au niveau du nombre de visiteurs, finalement, on n'est pas au même niveau que l'année dernière. Mais ce n'est pas trop grave. On n'a pas pu faire notre week-end costumé de Venise qui a lieu tous les ans le dernier week-end de juillet. On a quand même pu faire un événement grand public, les vieilles voitures, le dernier week-end d'août qui a très bien fonctionné. Les gens étaient vraiment heureux, on a bénéficié d'une belle météo, les gens étaient en extérieur, à l'intérieur, c'était très sympa. Mais malgré ça, on a un recul de plus ou moins 1000 entrées par rapport à 2019.
Une tendance générale pour cette année, c'est l'essor du tourisme intérieur. Durant l'été, nos attractions d'abord attiraient les visiteurs belges, comptaient en moyenne 8 visiteurs sur 10. Le tourisme de proximité a donc eu la cote cette année. De nombreuses attractions placent d'ailleurs le touriste wallon en tête au niveau de leur fréquentation. Provenance en numéro 1, la Wallonie. Numéro 2, la Flandre. Mais on a eu beaucoup moins de Hollandais que les années précédentes. Je dirais tout simplement les Wallons, les Flamands et les Hollandais. Nous avons vu réapparaître, un peu comme ce qu'on avait dans les années 70-80, une population touristique qui était essentiellement belge ou très limitrophe, et celle-là a redécouvert le pays. Et c'est également une très bonne chose, parce que je pense que du nord au sud, les uns et les autres ont été redécouvrir les différentes attractions, les différents sites et toutes les différentes richesses patrimoniales, culturelles et touristiques de notre pays. Une année 2020 qui aura aussi été celle de l'adaptation. Pour pouvoir accueillir des visiteurs, les gestionnaires d'attractions ont dû trouver des solutions rapidement et tout ne sera pas jeté une fois la crise du Covid terminée. Il y a eu l'obligation de créer des visites à sens unique. Et à mon avis, ça va perdurer. Pourquoi? Parce que la visite à sens unique permet de fluidifier, je dirais, les visiteurs et aussi d'éviter les croisements. Et donc tout ça, ça peut apporter des plus dans certaines attractions et il y en a de nombreuses qui vont sûrement garder ce système-là, dont on vaut peut-être l'abandonner. Alors il y a également, bien sûr, le contrôle du nombre de visiteurs. On a imposé des contingentements, des quotas horaires ou journaliers et ça aussi, ce sera sans doute très utile pour améliorer le confort du visiteur et, je dirais, accueillir les gens beaucoup plus sainement et calmement. Une crise Covid qui aura donc chamboulé l'année 2020 pour les attractions touristiques et bousculé parfois certaines habitudes. Le regard est désormais tourné vers 2021, une année que tous les acteurs du secteur espèrent plus sereine. Voilà pour le ressenti dans quelques attractions. On va maintenant s'arrêter un instant sur les chiffres globaux au niveau de la Wallonie. Alors pour les attractions, on atteint un taux d'ouverture de 78% pour le mois de juin. Elles étaient quasi toutes ouvertes cet été puisqu'on atteint le chiffre de 97% avec une fréquentation en baisse de 21%. Mais attention, cette baisse n'est pas uniforme. Il y a même des attractions qui ont vu leur fréquentation augmenter par rapport à 2019. Elles sont 37% dans ce cas et ce sont surtout les petites attractions qui tirent leur épingle du jeu. Si on convertit tout cela en monnaie sonnante et trébuchante à présent, on atteint le chiffre de 449 millions de manque à gagner pour le secteur du tourisme au sens strict et pour la période qui va de mars au mois d'août. Ce secteur ne comprend pas par exemple les restaurants. On va quitter un instant le secteur du tourisme au sens strict pour s'intéresser à un autre secteur qui lui est étroitement lié, celui de l'événementiel. Alors cette année, il n'y a eu aucun événement de masse, aucun gros festival, mais au mois de juillet, nous avons pu néanmoins profiter de quelques événements très encadrés avec un public limité. Déjà la poésie. On la sait du mauvais côté. La tournée des confinés réunit des artistes namurois qui se déplacent durant l'été sur le territoire de la province de Namur. La tournée compte 9 dates et chaque localité reçoit des artistes du coin. Me dis que jusque-là, je voudrais pas un poème à tout ça. Vraiment, ils sont poètes, graffeurs, magiciens, chanteurs et tous retrouvent avec grand plaisir le public. Ces micro-événements n'ont évidemment pas permis au secteur de vivre, alors certains, pour garder la tête hors de l'eau, se réinventent professionnellement. Antoine Perret est parti à leur rencontre. Mis sur la touche depuis le mois de mars et les premières mesures sanitaires, David Rossom a su rebondir. Cet organisateur d'événements d'envergure s'est lancé un nouveau défi, recycler des conteneurs maritimes pour en faire des bureaux, des saunas, voire même des habitations. On a déjà une structure qui est déjà faite, qui est présente. Après, bon, on la découpe, on l'aménage, on peut ouvrir, on peut faire des doubles containers, on peut faire des étages, on peut faire des grands porte-à-faux avec les containers. Après, lundi, vous faites que le plafond, et demain, vous attaquez... Vendredi, on attaque ceci. On ne s'improvise pas chef d'un tel projet. David s'est entouré d'une équipe et a appris sur le tard les rudiments du métier, un peu comme dans l'événementiel finalement.
Ici, j'ai dû recréer une équipe. J'avais un électricien qui travaillait quand même pas mal pour moi, pour les événements. Voilà, il est revenu dans le parcours. J'avais 2 hommes qui géraient un peu le hall de temps en temps, qui m'ont dit voilà, on n'a plus de boulot, donc ils ont fait l'isolation. Et puis après, il faut passer dans certains projets bien spécifiques par des professionnels. Le Dinantais ne s'en cache pas. La crise l'a forcé à changer ses plans. Ça, c'est un des slogans qu'on va faire en campagne. Peut-être que je ne l'aurais jamais fait, parce qu'on a tellement des fois du travail qu'on est toute l'année la tête dans le guidon et on ne relève pas la tête. Et ici, la pandémie a fait qu'à un moment, on s'est retrouvé sans boulot et qu'on a dû trouver des solutions. Malgré la situation compliquée, David Rossom est resté son propre patron. Ce n'est pas le cas de Marc Ronvaux, figure bien connue du monde de la nuit sinassienne. Maximum ambiance, maximum de zouk ce soir. Aujourd'hui, le DJ a troqué ses platines contre les cartons d'emballage d'un supermarché. On est aussi bien à la mise qu'à la caisse, au Collect and Go, donc on est polyvalent. C'est physique, c'est plus festif dans le milieu de la nuit, ici c'est sportif. Marc est également gérant d'une discothèque, un établissement fermé depuis le premier confinement. Cette reconversion, en tant qu'intérimaire, était plus que nécessaire. Il y a plusieurs secteurs qui sont touchés comme le nôtre, où après 9 mois, les charges sont là, on n'a pas assez de primes du gouvernement et il faut trouver un emploi supplémentaire pour pouvoir sauver la discothèque. Sinon, je veux dire, on peut mettre la clé sous le paillasson. Au lieu de se morfondre sur les réseaux sociaux, etc., j'ai préféré dire allez, il faut y aller. Et je n'ai pas envie que la banque ou d'autres partenaires viennent pour me saisir mon bien. Donc je me battrai jusqu'au bout parce que c'est toute ma vie. Ça fait 31 ans que je suis dans ce secteur-là. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc le travail ne me fait pas peur. Le DJ espère retourner derrière ses platines prochainement. David, lui, ne se fait pas d'illusions pour l'année prochaine. 2021, la moitié de l'année est déjà tombée, puisque mars-avril, ça va être compliqué. Et puis la fin de l'année, on a des événements avec 30-35 000 personnes. Voilà comment on va faire. Et puis dans un mois, il faut aller chercher le sponsoring sur les gros événements, les subsides. Frapper aux portes maintenant de l'entreprise, voilà, je n'oserais pas les frapper. On pourrait peut-être encore faire 2021 une année blanche, donc ça risquerait de faire 2 ans sans travailler dans l'événementiel, c'est quand même énorme. Donc à un moment, il faut trouver des solutions. Bon, voilà, est-ce que c'est la bonne solution? Je l'espère, mais après, on ne lance pas un projet du jour au lendemain et c'est pas une fusée, donc c'est de l'investissement aussi derrière qu'on a dû mettre en place. 2020, année à oublier, mais 2021 s'annonce compliqué également pour le secteur de l'événementiel. Si certains acteurs ont su retomber sur leurs pattes, d'autres ne peuvent pas en dire autant. On va maintenant s'intéresser à un autre secteur touristique, celui des hébergements. Au printemps, seuls les hôtels ont pu continuer à fonctionner et encore très partiellement puisqu'il n'y avait plus de touristes, seulement des hommes et des femmes d'affaires. Pour tous les autres, le nombre de nuitées au mois d'avril et de mai égale tout simplement 0. La relance s'opère à partir du mois de juin avec le déconfinement et l'élargissement de la bulle sociale. Le taux d'occupation des hôtels et des campings cet été était de 65%, il était de 67% l'été dernier. On peut donc dire que de ce point de vue-là, l'été 2020 a été presque normal. Pour les gîtes aussi, évidemment, le printemps a été très mauvais avec une perte quasi totale du chiffre d'affaires. En principe, les mois de mars, avril et mai représentent 24% du chiffre d'affaires de ce type d'hébergement. Alors pour la période estivale, il faut faire la distinction entre les petits gîtes et les gîtes de grande capacité. Pour les petits gîtes, l'été et l'arrière-saison ont été très bons. Pour les gîtes de grande capacité, on peut parler d'années catastrophiques. On voit cela en images avec Antoine Perret. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Thomas et Valérie s'apprêtent à recevoir de nouveaux visiteurs. Ce couple de Sinassiens, propriétaire d'un gîte de 12 personnes, tente tant bien que mal d'appâter les touristes en ces moments difficiles. On a enfin un couple avec un enfant qui vient. Sinon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. On a beau essayer d'élargir notre offre en proposant aux gens de plus petits groupes de venir, c'est pas pour autant qu'ils viennent.
Le problème, c'est bien évidemment la bulle sociale. Un jour, elle s'agrandit, le lendemain, elle rétrécit. Du coup, cela amène son lot d'incertitudes pour les propriétaires de gîtes de petite capacité, comme celui-ci, situé à Lénion. Les annulations se suivent les unes derrière les autres parce qu'effectivement, les règles en matière de groupe et de bulles ne permettent pas, dans un gîte de 12 personnes, effectivement, de pouvoir venir à plus que 4, 5, 6 en fonction des situations familiales. Donc oui, de l'incertitude en permanence, et ça, effectivement, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident à gérer, c'est pas évident à supporter parce qu'on ne voit pas vraiment aujourd'hui encore le bout du tunnel et que ça devient de plus en plus compliqué. À Conrad, dans ce gîte de plus de 30 personnes, Sylvie vit elle aussi des moments compliqués. Elle n'a plus accueilli le moindre touriste depuis le tout début de la crise, en mars dernier. Depuis le 15 mars, on n'a rien loué. Donc le gîte était complet jusqu'à la fin de l'année. Et c'est annulation sur annulation. Combien ? Bon, à peu près pour l'instant, une quarantaine. Donc le calcul est vite fait, quoi. 40 annulations et 0 rentrée. J'évite au maximum de venir parce que ça me fait mal au cœur de voir un bâtiment vide. Puis maintenant qu'il commence à faire froid et humide, c'est triste. Tout comme Valérie et Thomas, Sylvie est une propriétaire au statut privé. Elle n'a donc reçu aucun subside de la part du gouvernement. Seule une petite compensation de 2 500 € vient d'être débloquée pour les gîtes de grande capacité. Très loin d'être suffisante. 2 500 € pour un grand gîte, comme ça, c'est une goutte d'eau. Enfin, on va les prendre, on sera content, mais voilà, ça suffit pas. Les 2 confinements ont laissé des traces dans les finances des propriétaires, avec des conséquences qui pourraient être dramatiques pour le paysage touristique wallon. Quand on sait que 60% des hébergements touristiques en Wallonie sont représentés par les gîtes, les chambres d'hôtes, tout ce qui est tourisme de terroir, et que 60% d'entre eux sont en revenus privés, on voit effectivement qu'il y a de gros risques que certains n'aient pas les épaules suffisamment solides pour pouvoir passer cette deuxième vague. À Conrad, comme à Lénion, on reste en tout cas très prudent concernant les mois à venir. 2021 approche et les questions sont toujours aussi nombreuses. Objectivement, par rapport aux années précédentes, on a peu de réservations fermes pour l'année à venir, parce que je pense que beaucoup de gens attendent encore de savoir ce qui va réellement se passer dans les prochains mois. Est-ce qu'il y aura un vaccin ? Est-ce que les règles pourront être assouplies ? Est-ce que le printemps va être propice aux activités extérieures ? Enfin, tout ça, on ne le sait pas encore. Et donc, je pense que les gens sont aussi, pour l'instant, dans l'expectative. C'est dur de ne pas pouvoir travailler, quoi. Avoir fait un investissement et d'être là à rien, à le regarder. Mais bon, voilà, c'est dur pour tout le monde, on n'est pas les seuls. Je pense qu'on passera dessus comme le reste. La santé avant tout, c'est ce qu'on dit. Cet été, 81% des touristes qui ont visité la Wallonie étaient belges. C'est 20% de plus que l'an dernier. Nous étions donc très nombreux à revisiter, à redécouvrir notre chère Wallonie. Faut dire que les autorités régionales avaient mis le paquet avec une grande campagne de promotion baptisée « Changer d'air ». Et puis tous les médias, nous y compris, vous ont donné des idées d'escapades pour venir redécouvrir les lieux. Alors résultat des courses, il y a eu beaucoup de monde dans les villes wallonnes réputées touristiques. C'était le cas notamment à Dinan, où la RTBF a tourné un sujet le dimanche 19 juillet qui montre une ville bondée et où les gestes barrières semblent très discrets. Dinan, l'une des villes wallonnes préférées des touristes. Sur la Croisette, en ces temps de coronavirus, difficile de respecter les mesures sanitaires sur cette allée noire de monde. Habiter ici à Dinan, c'est pas respecté du tout. Quand vous voyez tout ce qui se passe, vous avez vu le monde qu'il y a ? C'est incroyable. Vous avez déjà vu ça les autres années ? Non, c'est la première fois que je vois ça. C'est trop laissé aller. Oui, ça c'est vrai. On va pas mentir, hein, vous le voyez vous-même. Moi, j'ai pas de masque. Les commerces et restaurants imposent le port du masque. Une contrainte qui ne serait pas toujours respectée, comme certains l'ont remarqué. Les autorités communales dinantaises se sont retrouvées face au même dilemme que celles de La Roche, d'Urbuy ou encore Bouillon. Comment concilier sécurité sanitaire et relance économique ? Parce qu'après un printemps catastrophique, l'Horeca et les commerces dinantais avaient bien besoin de retrouver des clients. Alors nous sommes retournés à Dinan rencontrer le bourgmestre Axel Tixon. Nous lui avons demandé comment il avait vécu cette contradiction. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, c'est de concilier à la fois donc,
la nécessité d'attraction de la ville de Dinan, le fait qu'il y ait du monde à Dinan pour faire fonctionner évidemment les commerçants et d'assurer en même temps des mesures de distanciation dans un site qui est relativement fermé. C'est celui de la vallée, c'est celui du cheminement sur la Croisette. C'est clair que la solution c'était d'imposer le port du masque à un certain moment en tout cas, mais pour ça il fallait que ce soit possible au niveau fédéral. Le samedi 25 juillet, le port du masque devient finalement obligatoire dans le centre-ville, sur la Croisette ainsi qu'au départ et à l'arrivée de la descente de la Lesse. Globalement, à Dinan, les autorités communales ont le sentiment que les villes touristiques ont servi de bouc émissaire. Il y a eu des images qui ont, oui, et je l'ai dit à ce moment-là, qui ont pointé du doigt les villes touristiques par rapport à une réglementation qui n'était pas encore tout à fait stable et établie. Et là, oui, je trouve qu'on a été injustement pointé du doigt. Maintenant, vous savez, ça fait aussi d'une certaine manière de la publicité. Et au final, on a vu que sur le plan de la propagation de l'épidémie, c'est vraiment pas au moment où il y a eu le plus de monde à Dinan qu'on a dû faire face au niveau local à la situation la plus compliquée. Au contraire. Autre commune à avoir connu une affluence record cet été, Vresse-sur-Semois, où les promenades, notamment celle du Pont de Clé, ont été très prisées par les touristes. C'est vrai que Vresse-sur-Semois a été pris d'assaut, comme ce n'était plus arrivé depuis, à mon avis, ma naissance. Quand on a eu le déconfinement, il arrive à un moment donné avec relâchement, mais finalement les gens ont assez bien joué le jeu, je dois dire. On avait mis des zones où le port du masque était obligatoire, ça a globalement été bien respecté. Maintenant, comme partout, ce n'était pas parfait. Mais dans l'ensemble, je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance, les gens se sont bien tenus. Malgré les difficultés liées à la gestion de la foule, les deux communes comptent bien profiter de ce nouvel engouement. Dinan et Vresse ont pris conscience qu'elles avaient une carte à jouer auprès d'une clientèle proche, en provenance de Belgique ou du nord de la France. Je pense qu'on est à la mode, on est tendance. Le site, c'est vrai, est photogénique et donc on sait aujourd'hui que cette manière de faire du tourisme où on se prend beaucoup en photo, fatalement on va chercher des endroits photogéniques. Le développement des modes doux, le vélo, la marche à pied, la course à pied, tout cela fait qu'on est bien positionné aussi. Donc oui, on compte capitaliser et associer Dinan à ce type de tourisme nouveau. Il est évident qu'on espère en tout cas que cet afflux de monde a permis à faire connaître notre territoire. On a plus de 50% d'augmentation sur notre compte Instagram, on a plus de 40% d'augmentation sur notre page Facebook. Donc c'est clair qu'on espère que tout cela, eh bien, on a semé pour récolter les années à venir. On est vraiment sur une réflexion de professionnalisation vraiment du tourisme vressois. On est dans une réflexion à plus long terme, en tout cas pour essayer justement de pérenniser, de mettre des choses en place pour que Vresse-sur-Semois devienne vraiment la destination de l'Ardenne dans le futur. C'est tout l'enjeu pour Vresse comme pour Dinan et plus largement pour toutes les communes qui ont attiré un tourisme de proximité en 2020. Il s'agit maintenant de convertir ce regain de notoriété en habitude durable. Jusque-là, je vous ai surtout parlé du printemps et de la saison estivale, mais évidemment 2020 n'a pas dérogé à la règle. Il y a eu aussi une arrière-saison qui a malheureusement coïncidé avec un second confinement. Dans le courant du mois d'octobre, petit à petit, le secteur touristique va à nouveau fermer ses portes. Alors pour les attractions qui ont l'habitude de fermer à la Toussaint, cela n'a pas eu de trop lourdes conséquences, mais pour tous les autres, évidemment, ça a été un nouveau coup de massue. Il est encore un petit peu tôt pour pouvoir chiffrer précisément les pertes de ce quatrième trimestre. Mais la différence entre le confinement du printemps et celui de l'automne, c'est la possibilité laissée aux Belges d'effectuer des déplacements dits non essentiels. Au printemps, si vous vouliez prendre l'air, il fallait rester à proximité de chez vous. Cette fois-ci, vous pouvez prendre votre voiture ou le train et aller randonner un petit peu plus loin. Résultat, pour la seconde fois de l'année, notre région est devenue une destination prisée par les randonneurs et les cyclistes. On voit tout ça en images avec Antoine Perret. C'est sans doute l'activité la plus tendance de cet automne, pas comme les autres. Ces derniers mois, la randonnée a gagné en popularité, bien aidée par les mesures sanitaires prises par le gouvernement.
Résultat, certaines régions, telles que la vallée Mosane, ont connu un succès retentissant auprès des marcheurs. Je pense que les gens ont remarqué que, vu que tout était fermé, que le contact avec la nature c'était plus intéressant aussi et se retrouver en fait. En cliquant sur Dinan, que faire à Dinan, j'ai vu qu'il y avait ce parc-ci. Et voilà, je ne connais pas du tout, mais on vient. Nous ne connaissons pas du tout. Donc oui, dans ce sens-là, on a peut-être plus de découvertes, oui. Les gens, ils ont remarqué que c'était bien de se tourner vers l'essentiel. Faire les magasins tous les jours, ça leur apportait pas la même chose que promener dans la nature. I just typed in Google what to visit in Belgium and that's the first thing what we saw. So far we have not seen much. We went to, how it was, Celle? Yeah, Celle. This was really cute. And yes, I suppose because everything is closed and people spend much more time in nature. À la Toussaint notamment, le parc naturel de Furfaux avait connu une affluence presque similaire à celle du mois d'août, du jamais vu. Ce week-end, on annonce du beau temps, on sait à l'avance qu'on aura une affluence, donc on a réinstauré un système de réservation obligatoire. Donc voilà, pour éviter justement qu'il y ait une trop grande affluence, on était un peu surpris par l'affluence samedi dernier. Le centre-ville dinantais vit plutôt bien cette arrière-saison touristique. Cette fois, c'était un peu plus calme sur la Croisette. C'est clair que sans les restaurants et sans les cafés, forcément, c'est beaucoup plus vide. En fait, on vit l'un avec l'autre. Hein. Les restaurants et les cafés ont besoin des attractions touristiques, mais les attractions touristiques ont aussi besoin des restaurants et des cafés. Donc et là, on n'a ni l'un ni l'autre en plus, donc, ou presque rien. On a un pain dans le sac, on se débrouille, si jamais on trouve quelque chose à mettre dans les tartines, on met, sinon on mange comme ça. Hein. Mais ça aurait été plus sympa avec les restaurants là ouverts quand même, mais voilà. Mais sans chevet. Une chaise sans chevet, ça va. Si les restaurants sont donc restés fermés, certains acteurs de l'Horeca ont quand même su tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de cette sandwicherie notamment. Je dois dire que le week-end, ça travaillait quand même pas mal ici en ville. Que ce soit n'importe quelle personne extérieure à Dinan, le touriste lambda qui venait se balader, d'office il fallait qu'il mange quelque chose sur le pouce ou c'était soit sandwich, frites, pizzeria, voilà. Donc ça a été un avantage, je vais dire, un petit avantage pour nous. À quelques kilomètres de Dinan et de sa citadelle, en remontant le cours d'eau de la Lesse, la commune d'Ouillet a elle aussi été une destination prisée des promeneurs. Je vais faire une promenade vers Zandroncel et revenir en train. Comme je suis en télétravail 5 jours par semaine, ça permet un peu de sortir. On va suivre ici le long de la Lesse jusqu'à l'embouchure de Liouagne. Et puis on va remonter le cours de Liouagne jusqu'à Payenne, je pense. On a des très bons chiffres de saison. Notre réseau de promenade a véritablement cartonné. Il y a de quoi se ressourcer. Il fait très beau en plus encore pour la saison. Ça nous est toujours permis. Et ici au niveau de la commune de Ouillet, on a 450 km de promenade balisée en boucle. Donc il y a de quoi se ressourcer. Restrictions sanitaires et périodes de confinement ont forcé la population à redécouvrir leur pays. C'est sans doute l'un des seuls points positifs à retirer de cette épidémie. C'est ici que s'achève notre bilan de l'année touristique. On aurait pu évidemment vous parler de plein d'autres secteurs qui sont liés de près ou de loin au tourisme, comme l'Horeca ou les autocaristes. On aurait pu aussi vous parler de tous ces gens qui travaillent dans les agences de voyage et qui sont donc dépendants des voyages à l'étranger. On aurait pu aussi revenir sur les ravages sociaux qui se cachent derrière ces chiffres et ces attractions, vous décrire les mécanismes d'aide, leur fonctionnement et leurs limites. Cette année a été si particulière, elle a soulevé tellement de questions et créé tellement de situations inédites que toute une soirée ne suffirait pas à en faire le tour, même en se limitant au secteur touristique. On va donc arrêter là notre bilan de l'année, forcément incomplet. Je vous retrouve dans quelques instants en compagnie de mes invités. Nous parlerons des vacances de Noël et de la saison 2021 qui s'annonce. Voilà,
je suis rentrée au chaud à l'intérieur du studio pour la deuxième partie de Bienvenue chez vous. On va donc s'intéresser à la suite maintenant et en particulier aux vacances de Noël. Pour ça, j'ai autour de la table Valérie Debu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la ministre régionale du tourisme. Julie Rissen, bonsoir. Vous êtes la directrice de la maison du tourisme Condrofamen qui regroupe notamment Ciney, Amoy, Avlanges et Sommeleuses. Et puis, c'est évidemment la situation sanitaire qui va déterminer notre profil de vacances de Noël. C'est pour ça qu'on a aussi autour de la table Yves Copiters. Bonsoir. Vous êtes professeur de santé publique à l'ULB. Alors, avant de vous donner la parole, on fait un rapide point sur ce qui est actuellement permis pour ces vacances de Noël. Les attractions touristiques sont fermées, sauf les musées. Les événements sont interdits. Les hébergements, hôtels ou gîtes sont ouverts, mais avec les mêmes restrictions de bulles sociales qu'à domicile. Et les activités extérieures sont permises, mais elles ne doivent pas rassembler plus de 4 adultes. Alors, Madame Debu, il y a un comité de concertation ce vendredi. On sait que certains ténors de votre parti ont notamment plaidé pour un assouplissement, notamment en vue des vacances de Noël et de la fête de Noël en elle-même. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Ce qu'a demandé mon parti, et d'ailleurs aussi par la voix du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jolet, c'est une objectivation des données, c'est faire le point en comité de concertation sur la situation sanitaire et en fonction des données, prendre des décisions. Mais si les informations, si les chiffres ne sont pas bons, il n'y aura pas de mesure d'assouplissement. Mais je crois qu'il y a un moment donné, depuis le 27 novembre, un temps nécessaire pour refaire le point et objectiver un certain nombre d'informations. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas donner de faux espoirs. Monsieur Copiters, vous partagez cette analyse, on ne va pas vers du mieux pour ce comité de concertation, y compris pour le secteur touristique? Ils vont se baser sur les indicateurs du jour et c'est vrai que les tendances ne sont pas comme on les attendait. C'est-à-dire que les transmissions sont toujours très importantes et les transmissions sont plus importantes dans certaines provinces du pays, dont d'ailleurs le sud du pays, malheureusement, les transmissions sont plus importantes. Donc on a plus de risques d'être dans des situations compliquées lorsqu'on est en vacances ou dans nos activités sociales dans certaines provinces. Et donc ça c'est le problème et ça pèse sur toute la Belgique. Et donc oui, je pense que les mesures, je dirais, de relâchement ne sont pas encore pour tout de suite. Parce qu'une mesure qui a fait du bien, je vais dire, au tourisme lors de ce confinement par rapport au confinement du printemps, si je puis dire, c'était le fait que les Belges pouvaient aller se promener là où bon leur semblait. Il n'y avait pas de restrictions, il n'y a toujours pas de restrictions en matière de déplacement non essentiel. Est-ce que cette mesure-là, elle est sur la table? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire, comme c'est le cas dans d'autres pays, pas plus loin que 1, 10, 20 km du domicile? Alors, il semble que le comité scientifique a proposé cette mesure. Lorsqu'on a fait le confinement partiel comme on est actuellement, c'était une des mesures sur la table qui n'a pas été, je dirais, prise en compte par les politiques. Et alors, moi, je peux le comprendre parce que ça devient compliqué. D'abord, aller se promener, c'est très bien. Alors, c'est en petit groupe, comme vous l'avez dit, et ne pas se mettre dans des situations à risque. Mais si on limite aussi le périmètre, on ne peut plus aller voir un proche, on ne peut plus accueillir cette fameuse personne dans notre bulle sociale pour les fêtes de fin d'année. Donc là, ça devient un peu compliqué. D'abord pour les loisirs à Noël, mais les loisirs, je dirais, sécurisés, et puis aussi pour les interactions sociales. Julie Rissen, vous disiez que c'était une mesure qui pouvait faire du tort au tourisme et au tourisme rural, de comme ça limiter les déplacements. On sait que pendant cette arrière-saison, il y a eu beaucoup de monde sur les sentiers de promenade, notamment dans votre région. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau des statistiques, c'est toujours difficile de donner des chiffres par rapport à la fréquentation des promenades. Mais bon, je pense que tout le monde était d'accord de dire que... Il y a eu une forte augmentation. Nous, on l'a vu, par exemple, par rapport à la vente des cartes de promenade, de tout ce qui était roadbook, etc. C'est plus 173% chez nous, par exemple, au niveau des ventes. Donc, c'est quand même fort impressionnant. Alors, c'est vrai qu'ici, s'il y a une restriction, nous, ce qui nous fait peur, c'est par rapport aussi au secteur de l'hébergement, qui a déjà de grandes difficultés. On a parlé beaucoup des hébergements de grande capacité, qui ont été évidemment limités. Avec cette bulle sociale de la famille plus une personne. Ici, nous, on a un petit peu sondé le secteur et on constate quand même que pour les vacances de Noël, on est entre 80 et 85% de taux d'occupation. Donc, globalement, c'est très satisfaisant. Mais c'est sûr que si on vient à limiter les kilomètres, alors là, on va perdre, évidemment. On est à 80-85%
avec la limitation de la bulle sociale telle qu'on la connaît au domicile. Oui, donc en fait, les hébergements de grande capacité ont réussi à s'adapter tout de même, à proposer aussi des réductions qui sont quand même fort importantes. Ils ont proposé aussi de travailler à la nuitée, donc d'accueillir ces familles pour 1 ou 2 jours, alors que d'habitude, ils essayent de remplir pour une semaine complète ou 2 semaines, c'est le mieux. Donc ils ont dû s'adapter. C'est sûr que le chiffre d'affaires ne sera pas le même. En tout cas, ils pourront rentrer dans leurs frais, en tout cas pour ceux qui ont réussi à le louer pour les vacances ici. Alors Yves Copiters, on favorise comme ça les activités en extérieur, mais il y a quand même des petits conseils à donner si on va comme ça se promener avec papy, mamie, les cousins et les cousines. Est-ce qu'on peut se promener comme on se promène d'habitude, ou est-ce qu'il faut quand même faire attention à certaines choses? Non, il faut faire attention les uns aux autres, surtout s'il y a un mélange de générations. Ça, je pense que c'est très important. Les enfants doivent se protéger par rapport aux personnes âgées et les personnes âgées doivent elles-mêmes se protéger des autres, tout en étant dans cette interaction et en profitant bien sûr de la nature. Donc je pense qu'un minimum pour les personnes âgées, le masque, je pense que ça reste quand même les personnes plus à risque, par rapport à la Covid-19, c'est le port du masque. Y compris en extérieur. Donc. Mais y compris en extérieur, c'est quand on est en interaction sociale. Si la personne se balade seule, non, ça n'a bien sûr pas de sens. Et puis alors l'hygiène des mains, on oublie ça dans cette mesure de l'hygiène des mains, qui est très importante pour l'ensemble des infections respiratoires hivernales et donc qui joue aussi très fort en termes de prévention de la Covid-19. Donc voilà, ce sont des choses simples. Et puis je pense qu'aussi, donc voilà, pas de rapprochement physique. La distance de sécurité reste quand même une très bonne mesure aussi. Alors, on va peut-être un peu imaginer les choses, Madame Debu. Et s'il se mettait à neiger comme ça pendant ces vacances de Noël, est-ce que toutes les activités liées à la neige, notamment les pistes de ski de fond, pourraient ouvrir ? Je pense que ça rentre dans les conditions d'activité extérieure, mais avec effectivement un respect strict des règles sanitaires, puisqu'il faudrait effectivement bien veiller à la location du matériel le cas échéant. Donc il faut vraiment examiner ça avec les protocoles et vérifier que tout est respecté, parce que les règles sanitaires doivent être respectées où que vous soyez chez vous, ou si vous n'êtes pas chez vous, vous devez avoir exactement les mêmes réflexes, les mêmes règles. Et donc ce n'est pas parce qu'on est en vacances que l'on ne doit pas respecter les règles, les 14 règles d'or qui sont édictées par le comité de concertation. C'est une crainte, ça, quelque part, que voilà, c'est les vacances de Noël, peut-être des vacances que les gens attendent depuis longtemps. On sait que l'année a été compliquée pour beaucoup, de se dire, le passage psychologique à l'an neuf, de se dire, on est peut-être sur quelque chose de plus léger, de ne plus faire attention. C'est quelque chose sur lequel vous voulez insister auprès des opérateurs touristiques ? Il faut vraiment tenir le cap et tenir bon, comme l'a encore indiqué ce matin le Centre fédéral. Il faut poursuivre et effectivement, il faut se faire plaisir, mais en restant dans le cadre qui a été fixé. Il y a effectivement toutes les activités, comme vous l'avez rappelé, à l'extérieur, les activités liées à la nature, les promenades qui sont conseillées, évidemment pas plus de 4 personnes. Et il y a l'ouverture des musées quand même qui est effective depuis le 1er décembre, avec un certain nombre de règles aussi. Ça permet, je dirais, de mettre en place toute une série d'activités pour la famille. Et il y a aussi certains sites extérieurs, certains sites patrimoniaux exceptionnels, comme par exemple l'abbaye de Villers-Saville, qui peuvent accueillir aussi un public, puisque les espaces sont très grands, mais tout en respectant les distances et le nombre de personnes. Donc je pense qu'il faut effectivement tenir le cap et tenir bon encore aussi tous les mois qu'il faut pour pouvoir vaincre cette épidémie. Et aussi le secteur touristique y participe. Il s'est beaucoup mobilisé depuis le premier confinement pour s'adapter et donc il continuera à le faire aussi durant les semaines qui arrivent. Merci. On va poursuivre, on va un petit peu voir plus loin et sur cette année 2021, la saison 2021 qui s'annonce. Alors Yves Copiters, j'imagine que vous n'avez pas une boule de cristal, mais est-ce qu'on peut déjà sentir de quoi cette année touristique, peut-être le printemps sera fait? Est-ce que les excursionnistes, les gestionnaires touristiques peuvent espérer un printemps
allez, plus ou moins normale, ou c'est de l'utopie? Non, je pense qu'on peut vraiment l'espérer. D'ailleurs, on a l'expérience de la Covid-19 au printemps dernier, puisqu'on aura déjà vécu cette période-là, et on voit très bien que potentiellement le virus risque de moins circuler, et tant mieux, parce que les activités à l'extérieur vont reprendre, et puis notre mode de vie va changer au niveau de l'environnement. Donc oui, là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir. Maintenant aussi, cet espoir, il peut être plus précoce. C'est-à-dire que quand même, on a des protocoles sanitaires très, très bien faits dans tous les différents secteurs, dont bien sûr le secteur du tourisme, et donc c'est vraiment le choix de nos politiques de voir qu'est-ce qu'ils relâchent comme activité versus qu'est-ce qu'ils gardent fermé. Et donc, on pourrait imaginer que le tourisme, l'événementiel en petits groupes et la culture pourraient aussi réouvrir plus tôt parce que les protocoles sanitaires sont de très bonne qualité et que les gens sont prêts à adhérer à ces protocoles. C'est quelque chose pour lequel vous pourriez plaider, de dire que le tourisme, la culture, c'est vrai qu'on a un petit peu employé le mot essentiel, non essentiel, qui en a blessé certains. Est-ce que vous pourriez plaider justement pour que ces secteurs-là redeviennent essentiels aux yeux des politiques? Oui, tout à fait. Je pense que pas moi individuellement, mais moi et tous les gens qui sont convaincus de la nécessité de rouvrir ces secteurs qui sont très importants, je dirais, dans notre vie sociale. Et donc oui, je pense que dès que les indicateurs le permettront, en fonction des cibles que le gouvernement s'est fixées, je pense qu'il faut remettre sur la table certains secteurs qui doivent être de nouveau prioritaires, en tout cas par rapport à notre bien-être et à notre possibilité de loisir. Oui. Madame Debuy, je vous sentais approuver à côté de moi de dire effectivement que le secteur touristique pouvait être un secteur essentiel comme la culture. Je pense qu'effectivement, il faut tenir compte bien évidemment des conditions sanitaires et tout ça est un équilibre extrêmement complexe et difficile qui est lié bien sûr à l'appréciation des épidémiologistes et du gouvernement. Mais effectivement, je pense que le secteur touristique a énormément souffert de la crise depuis le début. Alors c'est vrai que l'été a été, je pense, prometteur, mais il n'a pas effacé toutes les pertes du secteur. D'ailleurs, vous l'avez pris comme exemple, il y a des secteurs qui n'ont même pas redémarré depuis le 15 mars. Je pense aux gîtes de grande capacité. C'est extrêmement problématique. Tout le secteur des attractions, notamment, s'est adapté, ont limité des contingentements. Donc, le nombre de personnes par mètre carré étant ce qu'il est, ils n'ont pas pu déployer leurs activités suivant les habitudes. Et donc, les secteurs ont peut-être pu limiter les pertes grâce à la mobilisation, je pense, de tous les acteurs de terrain. Mais il y a effectivement de grosses inquiétudes pour l'avenir et on va travailler tout le monde ensemble, on va se mobiliser pour faire en sorte que l'année 2021 soit plus prometteuse et optimiste pour le secteur touristique en Wallonie. On va y venir justement, on va remercier Monsieur Kopiter d'être venu jusqu'à nous. Et avant de poursuivre et de s'intéresser à 2021, je vous propose un petit arrêt dans une attraction qui tente de se réinventer pour la nouvelle saison. Je vous emmène à Dinan où la grotte La Merveilleuse a décidé de se focaliser sur le tourisme familial. C'est un reportage de Fiorine Guéry. Le domaine de la grotte La Merveilleuse à Dinan est en chantier. D'ici la réouverture à la belle saison, beaucoup de choses vont changer, notamment dans les espaces extérieurs. Nous allons maintenant aujourd'hui vers une autre optique qui est d'accueillir un maximum de personnes, mais des personnes qui ont peut-être des difficultés financières à sortir aujourd'hui avec leurs enfants en famille ou autre. Ça veut dire que nous avons revu entièrement le site. Donc nous allons faire de très beaux espaces verts, quelques plantations. Nous allons avoir 2 mascottes, 2 ânes qui vont arriver, faire un petit poulailler. Nous n'allons pas aller vers des plaines de jeux qu'on retrouve un petit peu partout, mais vraiment vers un retour à la nature, vers des zones de pique-nique, vers des départs de promenade, des petites choses comme ça, des choses simples, mais qui permettent aussi aux familles de se retrouver. La découverte de la grotte restera l'activité phare du site. Au niveau de la restauration, la direction a décidé de miser sur le food truck. La première raison, c'est que le food truck répond aux exigences, de l'AFSCA. Donc dès le moment où vous avez un food truck, tout est en inox, tout est clair, propre, facile à nettoyer. Mise en place d'un restaurant, c'est beaucoup plus cher. Donc l'impact du Covid ne nous a pas permis, à l'heure d'aujourd'hui, d'aller vers ce système. La grotte La Merveilleuse souhaite se différencier de ses concurrents par une offre personnalisable et authentique, comme le précise la direction. L'année qui s'annonce nous fait peur, mais avec les choses que nous mettons en place pour accueillir, principalement des gens de notre région à qui nous allons permettre de redécouvrir, l'environnement naturel et les richesses de notre région,
je ne vais pas dire que ça nous fait vraiment peur. La grotte se dirige donc vers un nouveau cap avec une toute nouvelle vision du tourisme familial. On accueille à présent Bernard Torlet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'abbaye de Maretsou, mais vous êtes aussi le président de l'association Attractions et Tourisme. C'est une association qui regroupe des gestionnaires d'attractions touristiques ici en Wallonie. C'est bien ça? C'est bien cela, avec des petites et des grandes. Alors justement, on va voir comment ces petites et ces grandes entreprises prépare la saison 2021. On a vu dans le bilan de l'année 2020 que vous aviez eu beaucoup de touristes wallons, de gens qui avaient redécouvert la Wallonie, qui avaient redécouvert Maretsou peut-être. Comment est-ce que vous préparez la conversion de ces publics, de ces nouveaux publics pour 2021? Mais je dirais qu'une chance extraordinaire, c'est que nous avons, comme la plupart d'opérateurs touristiques, découvert que les Belges du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est redécouvraient leur pays. Peut-être que c'était un plan B pour certains, mais je pense que pour 2021, ça deviendra un plan A. Parce que nous avons une belle région, nous avons des opérateurs touristiques professionnels et je crois qu'on va pouvoir mettre en place un système et on va pouvoir bénéficier aussi de l'expérience de 2020. L'expérience de 2020 sera vraiment très importante pour renouveler ces activités en 2021 avec l'aide bien sûr du cabinet de la ministre. Mais vraiment tous ensemble, je crois qu'il y a moyen de faire de très belles choses. On a des très beaux outils de promotion et il faut se baser sur ce que nous avons pu faire déjà en 2020, mais en 2021 encore mieux. Et vous, Julie Riesen, vous préparez comment cette saison 2021, sachant qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment sur l'événementiel. On ne sait pas vraiment si on va pouvoir organiser de grands événements ou d'événements même moyens au printemps, voire même sur toute l'année. Comment vous envisagez cette saison ? C'est vrai que c'est vraiment problématique, l'événementiel. C'est quelque chose que nous, on développe depuis de nombreuses années et qui fait un peu la dynamique du territoire. Parce qu'on n'a pas de grandes attractions justement sur notre territoire et donc ça crée vraiment une dynamique, comme je le disais. Donc ça nous a beaucoup manqué en 2020 et donc on met de grands espoirs sur 2021. C'est sûr qu'on voit bien qu'à chaque fois on se dit le premier semestre on oublie, on va déjà tabler sur le deuxième semestre pour... Ah oui, vous êtes déjà en juillet là? Oui, vraiment. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui ont peur et qui disent on va pas amorcer la machine trop vite non plus tant qu'on n'a pas plus de certitude. Donc, en tout cas, de ce que je peux entendre, oui, on est sur fin juin, début juillet. Madame Debu, vous voyez comment vous cette année 2021 ? Il n'y a pas une crainte quelque part que les gens qui n'ont pas pu partir justement à l'étranger cette année-ci se disent voilà, on va rattraper le temps perdu, on va aller ailleurs. Comment on essaye de garder ce qu'on a pu capitaliser cette année-ci ? Eh bien justement, c'est tout l'enjeu de 2021, c'est de capitaliser l'engouement, le succès de 2020, fidéliser la clientèle. C'est vrai que grâce à la campagne visitewallonia.be, on a voulu montrer aux Belges et aux Wallons en particulier que leur région était dotée de nombreuses richesses et de nombreux atouts. On leur a permis de montrer que le tourisme en Wallonie, ce n'est pas une illusion. Et donc 2021, il faut capitaliser sur ce succès, et donc c'est-à-dire renforcer la promotion, mobiliser tous les acteurs de terrain, que ce soit les opérateurs, mais aussi les organismes de promotion, et de faire en sorte de leur donner envie de revenir. Ça veut dire que la région est prête à remettre le même budget en promotion que ce qu'elle a fait en 2020 ? On veut vraiment essayer d'orienter tous les moyens vers cette campagne, vers cette marque. En fait, on a vraiment voulu développer en 2020 un projet que l'on avait dans les cartons pour la mandature, c'est de développer une marque, une image de marque du tourisme wallon et de faire en sorte que petit à petit la Wallonie soit vraiment reconnue comme une destination de vacances. Et d'ailleurs, on a remarqué déjà fatalement le pourcentage de Belges le plus important, mais aussi les séjours. La durée des séjours était plus longue qu'à l'habitude et la saison touristique était aussi plus étendue. Et donc, on peut effectivement retravailler la campagne, retravailler les outils de promotion dans ce sens-là et aussi déjà penser aux enjeux de demain, notamment au niveau de l'offre touristique, de la qualité aussi des offres et de retravailler pour finalement faire en sorte que ceux qui sont venus en Wallonie, peut-être pas par premier choix, mais ce soit un premier choix en 2021 et aussi pour les années futures. On peut aussi travailler avec le tourisme de proximité, donc avec les Français, les Allemands, les Hollandais. On peut aussi travailler dans ce sens-là pour continuer à faire une belle promotion de la Wallonie. Vous allez relancer le pass Visite Wallonia qui avait eu
3 tranches étaient prévues. Seule la première a été libérée. C'était un pass de 80 € à valoir dans les attractions touristiques. L'action a été suspendue avec le second confinement. C'est quelque chose qui va renaître, et vous savez déjà quand ? Tout à fait. Donc, on va aligner, bien évidemment, la dynamique du pass avec les conditions sanitaires. Donc, pour la première phase des 20 000 passes qui ont été émis début octobre, on va bien sûr allonger la durée de validité. On voit malgré tout depuis le 1er décembre que certains passes continuent à circuler puisque les musées sont réouverts. Donc ça, je crois qu'il faut insister. Et alors, l'émission de la deuxième partie des 20 000 passes et de la troisième partie des 20 000 passes seront reportées en mars-avril, en phase avec le lancement véritable de la saison touristique en Wallonie qui redémarre véritablement au printemps. Et donc cette mesure de soutien, globalement, c'est quand même 5 millions qui est destinée à soutenir le secteur touristique. Actuellement, il n'y a pas 10% des montants qui ont été dépensés. Et donc, il y a encore vraiment un volume. Et cette enveloppe-là, elle va être reportée en 2021. Elle est effectivement prévue pour aider le lancement de la saison 2021. Est-ce que vous allez garder des acquis de 2020 pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises pendant cette pandémie, que vous vous dites, finalement, on pourrait continuer comme ça à l'avenir? Un des outils, c'est l'outil numérique. Là, c'est quelque chose qui est très, très, très important. On a mis en place, parce qu'il y avait une partie de réglementation, les réservations en ligne. Donc, les attractions se sont adaptées à cette obligation-là en créant un outil mis en place d'ailleurs par le cabinet avec l'ORC. Mais cet outil-là, il a fallu le mettre en place dans les attractions. Et là, c'est vrai que notre ASBL a été vraiment, impliqué dans les formations. On s'est rendu compte que de nombreuses attractions, parce que je parlais tout à l'heure des petites et des grandes, mais parfois c'est un opérateur qui est propriétaire de son attraction, qui n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir ces outils-là. Et donc on a vraiment un travail à faire du côté des formations, mais cet outil-là va rester. Et je pense que si j'ai un message à donner aussi, c'est à nos visiteurs, c'est de prendre cette bonne habitude de réserver en ligne ou par téléphone avant de se rendre dans une attraction. Ça permet d'organiser mieux les visites, mais également aussi pour les opérateurs de s'adapter à ce niveau-là. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Un deuxième élément, c'est que on parlait tout à l'heure du futur, 2021 peut-être Pâques, mais il y a des attractions qui sont encore ouvertes. Madame la ministre parlait des musées, mais encore cet outil-là de tout ce qui est sanitaire, c'est quelque chose qui est important à garder en tête et que nous avons mis en place. Les protocoles fonctionnent et fonctionnaient et fonctionnera toujours en 2021. Donc là, c'est quelque chose qui est important. Il y a aussi le contingentement qui est important aussi pour les attractions et qui devront rester en place aussi pour 2021. C'est un outil. Donc je crois qu'il y a vraiment toute une série de paramètres qui ont été mis en place en 2020 qu'il faudra recopier et se baser sur cet aspect des choses pour 2021, 2022, les prochaines années. Parce que les années, moi je pense que vraiment les prochaines années dans le tourisme seront exceptionnelles et je crois que les opérateurs doivent rebondir et profiter peut-être. C'est un peu dommage dans cette situation de parler de quelque chose de positif dans le Covid. Mais non, ça fait du bien, ça fait du bien. Il faut être optimiste. En tout cas, moi, en tant que président et aussi responsable d'une attraction touristique, j'ai déjà mes équipes et toute l'équipe d'attraction et tourisme qui sont prêts à rebondir avec, bien sûr, en collaboration avec toutes les parties pour travailler correctement en 2021 et les prochaines années. En tout cas, moi, je suis très optimiste. Julie Riesen, vous êtes très optimiste aussi. Finalement, notre région s'est retrouvée dans les top destinations. Vous disiez explosion de vente de cartes de promenade. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, j'imagine. C'est un travail de longue haleine, notamment les sentiers d'art. C'est un travail qui date de plusieurs années. On a vu un monde sur ces fameux sentiers. Vous dites, voilà, c'est dans cette voie-là qu'il faut poursuivre un tourisme vert, un tourisme plus lent peut-être. Tout à fait. Ça nous a vraiment conforté en fait, dans le travail qui a été accompli depuis de nombreuses années, en effet. Par les sentiers d'art, par Mes Aventures d'Enchanteur. Donc on a vraiment ciblé un public familial avec les balades-jeux Mes Aventures, mais alors aussi un public vraiment de randonneurs avec sentiers d'art. Donc c'est sûr que oui, ça nous fait plaisir et on a remarqué vraiment que l'intérêt est là. Et donc on pense que 2021 va continuer dans ce sens-là, oui. Allez, on va terminer sur cette note optimiste. C'est ici que se termine donc cette émission spéciale de Bienvenue chez vous. On se retrouve, je l'espère, au printemps pour reprendre nos escapades en Wallonie. D'ici là, passez de très belles fêtes. Prenez bien soin de vous et des autres. Au revoir à tous.